Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Mandiaye Niang. M. Mandiaye Niang, on ne le présente plus au Sénégalais, c'est le procureur par intérim de la CPI. Vous le savez, depuis quelque temps, la CPI est au cœur de l'actualité mondiale pratiquement. M. Mandiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. La CPI semble être à la croisée des chemins. Ce dernier jour, il n'y a même pas peut-être 3 à 4 jours, de nouvelles sanctions ont été prises par les États-Unis contre la présidente de la Cour pénale internationale, Mme Tomoko Akan. Et le premier substitut de procureur sénégalais, Abdoulaye Seye, après les sanctions qui ont été prises contre vous. Comment vous analysez tout ça? Bon, écoutez, je crois que les Américains, depuis un certain temps, n'ont pas fait mystère de leur posture. Il y a toute une croisade qui est menée aujourd'hui contre la Cour pénale internationale, singulièrement à la suite des enquêtes, je ne dirais même pas ouvertes parce que les enquêtes sur ce qui se passe en Palestine ont été ouvertes quand même il y a quelque temps. Mais quand en fait il y a eu un regain d'activité de la Cour, après ce qui s'est passé en octobre 2023, l'administration américaine, effectivement, a indiqué clairement qu'elle allait mener une croisade contre la Cour parce que ni eux ni leurs alliés qui ne sont pas membres de la CPI ne devraient être visés par aucune enquête. Et donc, le président Trump, je crois que parmi les premiers actes qu'il a posés après sa prestation de serment, il y a eu effectivement, depuis février de l'année dernière, une série de sanctions qui aujourd'hui frappent 8 juges, 3 procureurs, et depuis avant-hier, comme vous l'avez rappelé, ces sanctions maintenant ont été étendues à la présidente, la japonaise de la Cour, et ensuite à notre compatriote aussi, Abdou Seye, qui dirige les enquêtes sur la Palestine. Donc, il y a une volonté d'empêcher la Cour de faire son travail d'enquête, c'est ça? Oui, donc il y a effectivement cette volonté. En fait, le ministre, si je peux l'appeler comme ça, le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, a fait une sortie sur New York Times avec aussi un tweet et tout, pour indiquer que maintenant, il y a toute une croisade qu'ils vont mener pour ce qu'il a appelé démanteler, pour démanteler la Cour qu'ils estiment illégitime, qui ne devrait pas les concerner. Bon, ceci me donne d'ailleurs l'occasion de rappeler qu'en fait, ce qui a été souvent dit et répété, que nous sommes là pour violer la souveraineté des États, je crois que ce n'est pas du tout le cas. S'il y a une institution qui respecte la souveraineté des États, c'est bien la CPI. La CPI, elle agit parce qu'il y a 125 États qui l'ont créée. Et c'est 125 États qui lui ont demandé d'agir sur leur territoire, ou bien pour ce qui concerne des crimes commis par leurs citoyens. Et c'est ça qui nous donne la légitimité d'agir. Aujourd'hui, donc la question palestinienne et la question aussi de l'inculpation ou bien de les poursuites déclenchées contre Benjamin Netanyahou, le premier israélien, ont fait que les alliés des Américains, les Américains ne veulent pas que la CPI enquête davantage sur ces crimes. Oui, bon, c'est effectivement en partie cela, mais vous vous souviendrez aussi que la CPI avait aussi ouvert des enquêtes en Afghanistan. Oui. Mais les enquêtes en Afghanistan concernent le territoire afghan. Donc il y avait un volet qui concerne effectivement les talibans, mais un autre volet qui, je dois dire, d'ailleurs n'a même pas fait l'objet d'enquêtes actives, mais qui potentiellement faisait peur aux Américains, c'était le comportement des soldats américains, et d'autres nations dans le cadre de cette intervention. Donc c'est autant de points de friction, si je peux l'appeler. Ce qui avait valu des sanctions à Mme Bensouda, et vous-même aussi, vous êtes sanctionné. Absolument. Comment vous vivez-vous ces sanctions? Bon, en fait, les sanctions, je crois que par le passé, ça fait exactement 1 an que ces sanctions nous frappent. Bon, je m'en étais très longuement expliqué. Vous savez, les États-Unis, par rapport en fait au rôle, à la posture qui est la leur, ils ont les moyens de faire des représailles.
sur le plan financier, sur le plan technologique, parce que toute la technologie aujourd'hui que tout le monde utilise, commencer par votre iPhone, que ça soit Microsoft, que ça soit aussi les cartes de crédit, je crois que tout cela, c'est autant de choses à propos desquelles ils peuvent exercer des restrictions qui peuvent vous rendre la vie relativement difficile. Mais comme j'ai eu aussi à l'expliquer à l'époque, bon, voilà, ces sanctions ne nous découragent pas. Nous sommes investis d'un mandat que je dirais même sacré, un mandat quand même pour apporter la justice à des milliers de personnes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Soudan, au Darfour. Regardez ce qui s'est passé quand même en Libye. En fait, partout où on intervient, il ne faut jamais oublier que quand même il y a des milliers et des milliers de victimes qui ne sont accrochées qu'à cet espoir de voir la justice qui leur soit délivrée. Donc, je crois que les sanctions ne devraient jamais pouvoir nous décourager. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que Sénégalais aussi, ça me donne l'occasion de dire que nous sommes certes un petit pays, mais le Sénégal, quand même, m'a rendu fier en portant sa voix très haut pour défendre et la Cour, donc du point de vue du principe, et aussi ses citoyens qui font l'objet de ces sanctions. Oui, on a vu que vous avez été reçu par le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, et le Premier ministre Alamine Lo, qui vous ont apporté le soutien, en vous disant aussi qu'ils vont continuer à travailler pour que ces sanctions soient levées. Ouais, tout à fait. Je crois que le Premier ministre, parce que le Président ne m'a pas reçu parce qu'il n'était pas là, le Premier ministre m'a reçu, le garde des Sceaux, et je serai reçu aussi demain par le ministre des Affaires étrangères. Et je tenais aussi à venir les voir dans ce contexte précis où quand même les États-Unis ont indiqué très clairement qu'ils vont accentuer la pression. Moi, j'appartiens au Sénégal, même si je suis un élu de la Cour, donc il est tout à fait normal aussi que je me tourne vers ces autorités pour leur rappeler ce qu'elles font déjà. C'est-à-dire que ce soutien diplomatique, nous faisons face aujourd'hui à une offensive diplomatique pour affaiblir la Cour. Il faut que maintenant que certaines voix, comme la voix du Sénégal, qui porte dans la sous-région, notre président vient d'être porté à la tête de la CEDEAO, qui porte aussi au niveau de l'Union africaine et au sein des Nations Unies. Donc il faut que la voix aussi du Sénégal soit utilisée pour contrer cette offensive diplomatique qui veut affaiblir la CPI. La CPI, quand même, c'est un instrument irremplaçable. La CPI n'est pas là pour se substituer à la justice des pays, mais on est là pour combler un vide. Quand les pays ne sont pas à même d'apporter la justice quand même aux personnes qui le désirent, nous sommes là pour cela. Et dans beaucoup de cas aussi, nous sommes là surtout pour coopérer avec les justices nationales. Quand elles sont faibles ou quand elles manquent d'expertise, la CPI est toujours à leur côté pour renforcer cela. Donc c'est pour dire d'ailleurs qu'en vérité, pour qui veut la justice, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la CPI. Parce que la CPI, elle remplit juste des vides. Que ce soit en Israël, aux États-Unis ou ailleurs, quel que soit le pays. Quand le pays voit qu'il y a de la criminalité et qu'il se met en avant pour dire, écoutez, moi je vais prendre en charge cette criminalité intervenue dans mon territoire, la CPI va le leur laisser. La CPI ne va pas disputer, ne va pas entrer en conflit avec ces pays. Et même dans des pays où parfois l'offre de justice procède d'une bonne volonté, mais qu'elle est encore faible, nous sommes là pour les aider. C'est quand il y a carence de la justice nationale et qu'on fait appel à vous pour vous intervenir. Tout à fait. Et même parfois maintenant, nous, au lieu simplement de venir nous substituer même à une justice carente, de plus en plus ce qu'on désigne par la complémentarité positive, c'est que nous venons et nous assistons. Vous accompagnez nous accompagnons. Par exemple, que ce soit en Centrafrique ou en RDC, j'envoie souvent des experts de la CPI qui viennent, qui font des programmes de formation pour les magistrats, pour les procureurs. Nous sommes aussi là pour les assister sur le plan technologique. Vous voyez, par exemple, des enquêteurs qui saisissent des téléphones où il y a des communications qu'ils ne peuvent pas extraire. Ils nous donnent ces outils et nous, on analyse la preuve pour eux, pour leur faciliter
l'œuvre de justice. C'est un peu comme ça qu'on travaille, mais je crois qu'il y a beaucoup de malentendus qui nous présentent comme étant une sorte de gendarme du monde qui intervient là où il n'est même pas désiré ou souhaité, et ou qui parfois même viole la souveraineté des gens, mais ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vous vrai. faites face à une machine quand même très forte, une machine Oui. américaine, l'administration américaine. Ouais. C'est pas petit. Ouais. Il y a des États aujourd'hui africains, avec l'appel de Marc Rubio, secrétaire d'État, ont décidé de quitter la CPI. On parle du Tchad, des pays de l'AES qui ont quitté. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'autres pays, face à la pression américaine, quittent la CPI? Ouais, bon, en fait, je crois que cette pression américaine, elle peut être forte, et les Américains, c'est vrai, disposent de leviers puissants en termes de représailles, et ça, quand même, ils l'ont dit clairement, hein, ils ont indiqué clairement que pour tous les pays qui comptent sur leur aide, notamment militaire, etc., ils vont utiliser ces leviers pour les inciter à quitter la CPI. Mais je dois dire que la CPI, quand même, est une œuvre qui s'est construite au long cours. Quand même, ça fait plusieurs décennies que les États ont essayé de trouver cette convergence, et aujourd'hui, on est presque dans l'universalité. Vous vous souvenez qu'en Afrique, vers les années 2015, surtout vers 2017, c'était assez compliqué, parce que il y avait ce sentiment que la CPI ne poursuivait que des Africains, et il y avait même au niveau de l'Union africaine un certain sentiment de frustration. Mais là aussi, cela procédait de malentendus. Il a fallu discuter, il a fallu montrer que partout où la CPI a été, elle a été même à la demande. Elle a été à la demande de ces pays, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Ouganda, que ce soit en RDC. Partout, ce sont des pays avec un besoin de justice criard qui avaient demandé à la CPI de venir. Les seules exceptions, c'était le Soudan et la Libye. Ces pays qui n'étaient certes pas membres de la CPI, mais qui étaient membres des Nations Unies. Oui. Dans le traité de Rome, il faut savoir que le Conseil de sécurité, quand il constate que la paix est gravement menacée, peut intervenir en utilisant des mesures coercitives. Et c'est sur la foi de cette saisine du Conseil de sécurité donc qu'on a été saisi. Et ça, on n'a pas besoin dans ce cas-là que le pays soit membre ou pas. Mais n'oubliez pas ce qui s'était passé au Rwanda ou en ex-Yougoslavie. La CPI, le Conseil de sécurité avait même créé des tribunaux. Oui. Pour moi-même, j'ai fait une bonne partie de ma carrière au niveau du TPIR, qui était une création du Conseil de sécurité. Donc, en fait, il s'agit de mécanismes. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le Conseil de sécurité viole la souveraineté des États? Non, c'est les États qui ont fait la Charte des Nations Unies. Ce sont ces mêmes États qui ont fait le chapitre 7 qui lui donne ce pouvoir. Donc, je crois qu'il faut expliquer davantage qu'il y a certains malentendus. Nous-mêmes, parfois, il nous arrive de parler à certains États et on nous dit, ah, vous, la CPI, vous faites ça. Et je ne manque jamais de le rappeler, non, nous, on n'a rien fait, c'est vous. Vous, les États. Le statut de Rome, ce n'est ni le procureur, ni les juges qui l'ont adopté. Oui. Ce sont les États qui l'ont adopté. Mais parfois, quand arrivent des malentendus, quand nous poursuivons parfois certains dossiers que certains États n'ont pas voulu voir poursuivre, il n'est pas rare, bien entendu, qu'on soit interpellé en tant que ces pays, comme si c'est nous qui avions créé le statut. Parce que dans l'opinion africaine, il y a quand même un sentiment souvent de frustration par rapport à ces pays. Quand on vu les grands présidents africains pris par la CPI, il y a le cas de Laurent Gbagbo, il y a le cas de Charles Taylor et d'autres présidents africains qui ont été pris, amenés à la CPI jugés, alors qu'en contrepartie en Occident, peut-être il y a des choses qui sont commises, on ne voit pas des dirigeants à ce niveau-là jugés par la CPI. Oui, mais c'est encore là aussi une partie de ce malentendu. Oui. Comme j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sorti aussi de l'Afrique. Nous sommes en Amérique latine, nous sommes en Asie, notamment au pays. L'ancien président des Philippines, aujourd'hui, a comparu devant moi, et quand je retourne à la CPI, je vais aller à l'audience contre Marcos. Nous sommes aussi en Europe. Il y a eu des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre qui est en train d'être menée contre l'Ukraine.
Et ensuite, on a un dossier en Biélorussie. L'Arménie aussi vient de nous déférer sa situation dans le cadre de sa guerre. Donc, nous sommes un peu partout. Mais je pense qu'il y a toujours un malentendu. Le malentendu, c'est que la CPI procède d'un traité. Le traité, il lie les États qui ont bien voulu être partis. Bon, donc, il peut bien y avoir des conflits à propos desquels nous n'avons pas de compétences. Donc, vouloir dire simplement, voilà, regardez ce qui se passe ailleurs, pourquoi vous n'y êtes pas, c'est parfois se poser la mauvaise question. Regardez aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis. C'est un conflit ouvert et Israël. Mais nous n'avons aucune compétence aujourd'hui pour y aller. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, y compris parfois même l'utilisation de l'arme chimique. Nous n'avions aucune compétence parce que la Syrie n'était pas membre. Et s'il s'agit d'un territoire d'un État qui n'est pas membre du traité de Rome, et si c'est un conflit qui ne nous a pas été déféré par le Conseil de sécurité, et si l'État qui n'est pas membre n'est pas venu aussi nous proposer, nous dire qu'il accepte la compétence comme l'Ukraine l'a fait. L'Ukraine n'était pas membre. Mais l'Ukraine, au début du conflit, depuis 2014, est venue à la CPI en disant « Je ne suis pas encore membre, mais j'accepte la compétence ». Et les gens l'oublient. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en 2010. Oui, avec Ouattara. La Côte d'Ivoire, avant même d'être membre de la CPI, a fait une demande, une déclaration de compétence, en disant « J'accepte votre compétence ». Donc, je crois que on ne peut pas aussi vouloir une chose et son contraire. Et dans ces cas, on ne peut pas aussi nous reprocher d'avoir répondu à cet appel, à cette invite. Et puis ensuite, la question simple qu'on doit se poser parfois, ce n'est pas de dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas ailleurs seulement. La bonne question parfois, c'est de dire est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'être là? Même si on n'a pas été partout où on devait être. Et dans les pays qui sont sortis de la CPI, qui sont en train de mener une guerre, on sait qu'il y a des massacres de population, on le voit de plus en plus au Burkina Faso, au Mali, entre autres, les conflits deviennent des fois des conflits même ethniques ou même communautaires. Et vous n'êtes plus, ces États ne sont plus membres de la CPI, et ces communautés, est-ce qu'elles peuvent, elles, communautés, saisir la CPI pour justement parler de ces difficultés? Non, quand le retrait est effectif, non. La réponse est non. Quand l'État s'est retiré et que ce retrait est effectif, nous n'avons plus compétence. Mais qui va protéger ces communautés alors? Voilà, c'est la bonne question qu'on doit se poser. Mais je dois par contre préciser que pour ces États du Sahel dont vous avez parlé, il y a eu une annonce de retrait, mais qui n'avait pas été suivie par la procédure adéquate pour donner un effet au retrait. C'était juste une déclaration. Bon, récemment, maintenant, ces États quand même, en fait, se sont conformés à la procédure qui requiert que vous déposez une notification de retrait au secrétaire général des Nations Unies, qui est dépositaire du traité. Bon, donc là, ils l'ont fait. Et d'après notre statut, quand vous le faites, cela ouvre un délai d'1 an, et au terme duquel maintenant le retrait devient effectif. Donc, au moment où je vous parle, ces États sont encore membres de la CPI. Et nous avons pleinement compétence donc, pour intervenir. Bon, bien entendu, notre intervention maintenant, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des crimes commis que nous intervenons. Parce qu'on nous sollicite aussi partout et nous avons des moyens limités. Donc, il y a toute une politique de priorisation qui fait qu'on choisit d'aller quelque part ou de ne pas aller ailleurs, en fonction aussi de la limite de nos moyens et en fonction de beaucoup d'autres critères. Et ceci me donne l'occasion d'ailleurs de dire que parfois, même ces retraits, parfois ne procèdent pas, par exemple pour les États du Sahel, simplement de la campagne des États-Unis. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de malentendus, il y a eu toute une série de campagnes pour faire peur aussi. Bon, à certains de ces États, on leur a indiqué que, ah oui, il est au regard de la guerre, au regard de ce qui s'est passé ici ou là, il y a des mandats d'arrêt secrets qui ont été lancés contre vous. Bon, ce qui est parfois complètement faux et parfois même dénué de fondement pour qui connaît nos procédures. Vous voyez, par exemple, nous intervenons dans un pays quand le pays est déclaré pays de situation. Aujourd'hui, ni le Niger, ni le Burkina ne sont des pays de situation. Cela veut dire donc que tout ce qui
joue à leur faire peur, à leur indiquer que oui, certains dirigeants sont sous mandat d'arrêt, etc. En vérité, cela procède mais dans simplement certains d'une pays en campagne. guerre, il y a quand même des massacres qui sont commis. Et les populations sont désemparées. Et elles sont laissées à elles-mêmes. Oui, mais vous voyez, Alassane, qu'en posant la question même, vous posez la question fondamentale qui consiste à dire qu'on devrait vouloir plus de ces pays et de moins de ces pays. Absolument. Et c'est en cela qu'une partie de cette discussion est parfois presque absurde. Parce que qui va protéger tous ces citoyens-là? Je veux dire, le rêve d'une CPI, et je l'ai rappelé hier à un journaliste qui me posait la question par rapport en fait à la présence des Sénégalais au niveau des institutions internationales. Oui. Et je rappelais justement les travaux de Maître Doudou Thiam, l'un de nos premiers ministres, je crois notre premier ministre des Affaires étrangères, qui quand même a consacré une bonne partie de sa carrière à faire des travaux pour préparer les traités qui devraient justement permettre de réprimer les crimes de masse et pour préparer aussi l'érection de la CPI. Et donc ça remonte à plusieurs décennies. Oui, bien sûr. Et maintenant que nous avons cet instrument, nous faisons face parfois en fait à ces critiques presque croisées et opposées. Pourquoi vous n'êtes pas là en fait? Et je le conçois et je l'accepte. Il devrait y avoir plus de CPI. Oui. Bon, malheureusement, il y a la question des moyens. Malheureusement aussi, il y a même la limitation de notre mandat parce que les États n'ont pas voulu renoncer à toute leur souveraineté. Oui. Ce qui parfois limite même notre action. Oui. Donc, mais maintenant, vouloir dire que voilà, votre action est illégitime, vous faites de l'activisme judiciaire, je crois que ça, c'est une critique qui est injuste, qui est infondée. Quand on voit l'état du monde, vraiment, on devrait réclamer plus de ces pays et pas moins. Oui, on a vu à un moment, quand il y a eu le massacre en Guinée, le 28 septembre, l'intervention de la CPI dans un moment où les gens ne voulaient pas aller à un procès, le nouveau pouvoir qui est venu, qui a mis en place un tribunal, qui a jugé les anciens président de la République. Mais certains, dans cette opinion, disent que les États organisent ces tribunaux juste pour faire de la mascarade, pour ensuite libérer, comme on a fait avec Dadis, avec tout ce qui a été commis, qui a été libéré par le président qui a été réélu. Et tout ça, ça crée une frustration dans les populations qui ont le sentiment d'avoir été fouillés par la justice locale. Non, en fait, vous voyez, la Guinée est le pays, je crois, que j'ai le plus visité pendant ces 4 ans et demi où je suis à la CPI. De la frustration, il y en a eu, légitime, oui. Mais de là à dire que c'est une mascarade, je crois que c'est aussi injuste. Bon, il est vrai que la justice, surtout la justice contre les puissants, partout, et on le vit partout, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile, et parfois c'est un combat au long cours. On parle de faits de 2009. Et ensuite, quand vous regardez l'histoire de la Guinée, mais quand même, il y a eu combien d'injustices, combien d'autorités politiques ont été tuées. Depuis le camp Boiro, oui. Depuis le camp Boiro, depuis les Diallo-Telli, et rien ne s'est passé. Donc moi, je pense aussi que quand on juge, quand on évalue, on doit le faire par rapport à des paramètres qui rendent compte du vécu. La Guinée, quand même, a été une terre d'impunité, d'impunité politique. Pour une fois, je veux dire, la Cour pénale, quand elle a voulu agir et que les autorités nouvelles, notamment le président Condé, avaient donné un engagement, c'était notre devoir d'accompagner ce processus. C'est vrai que c'était un processus où c'était parfois un pas en avant, 2 pas en arrière, mais même à cette époque, quand même, des choses étaient faites. Moi, je me souviens, j'étais ici au ministère de la Justice comme directeur des affaires criminelles, quand j'ai préparé l'extradition de Toumba. De Toumba, c'est ici qu'on l'a extradé. Donc ça, ce n'est pas rien. C'est quelqu'un quand même qui était en fuite. Il y a eu toute une machine judiciaire qui a été déployée avec des demandes de coopération judiciaire internationale qui ont abouti. Dadis, dont vous parlez, c'est lui-même qui a accepté de venir. Et ensuite, il était en prison. Et il y a eu un procès qui a été organisé, certes avec beaucoup de limitations, mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est des procès auxquels on prépare un grand nombre de victimes. Il y a eu aussi des actes extraordinaires. Moi, j'ai été voir les victimes dans leur pays, dans leur maison, dans leur quartier. Chaque fois que j'y vais,
je suis avec ces associations. Le niveau de détresse est incommensurable. Et aujourd'hui, il y a eu un gros effort au niveau de la présidence pour faire tout un budget pour les indemniser. Et les victimes s'accrochent à ces indemnisations comme c'est des gens complètement démunis. Et aujourd'hui, il y a tout un nombre, et je travaille aujourd'hui encore avec le ministre de la Justice et la commission qui a été mise en place. Et bon, certainement, comme vous le voyez dans nos pays, il y a encore tous ces problèmes d'identité, d'état civil, ce qui fait que beaucoup de dossiers ont été rejetés et nous travaillons avec eux. Bon, parfois, de temps en temps, nous-mêmes avons été frustrés. Quand, après un jugement, c'est vrai que d'un point de vue strictement légal, on peut dire des choses, mais quelqu'un qui a été condamné, le président a estimé devoir le gracier. Et effectivement, cette grâce intervenue avant l'appel a faussé une partie du procès. Et ensuite, bon, l'autre dossier, le dernier dossier, en fait, le deuxième volet, la personne a été acquittée. Mais aussi, c'est un dossier que nous avions suivi. On a vu que beaucoup d'accusations en cours du procès étaient tombées. Donc, bon, parfois, l'acquittement aussi n'est pas une mauvaise chose quand il n'y a pas de preuves. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays qui n'ont pas signé le traité de Rome, qui ne sont pas dans la CPI, les populations qui sont victimes de massacres des dirigeants qui sont sur place et qui n'arrivent pas à avoir une justice en interne, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser la réforme de la CPI à ce que les populations puissent saisir des fois directement la CPI? Bon, mais malheureusement, c'est une option difficile à envisager parce que le système international encore a beaucoup évolué, mais pas jusqu'à ce point. Les grands acteurs pour décider des engagements internationaux restent les États. Bon, donc le statut de Rome, à l'époque, dans son étape actuelle, procède de la volonté des États. Et donc, c'est un traité comme un contrat. Un État qui a choisi d'être en dehors du statut ne peut pas, en fait, subir la CPI. Bon, je crois, vous voyez déjà qu'il y a ce malentendu. Même quand un État nous demande, bon, écoute, d'intervenir, il y a certains États dont les citoyens peuvent être inquiétés, ils se plaignent déjà. Bon, alors pourtant que même dans un système national, c'est bien possible. Si vous allez au tribunal régional de Dakar, ils comparaissent des Ghanéens, des Nigériens, un Américain qui est là et qui commet une faute. Bon, c'est la même règle que nous appliquons. C'est la même règle. Si on s'intéresse à des Américains ou à des soldats israéliens, c'est parce qu'un État souverain, donc la Palestine, qui est reconnu comme tel, nous a demandé de venir intervenir. Et en le faisant, on ne viole la souveraineté de personne. Mais, et ça, nous le déplorons. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Bon, écoute, regardez ce qui s'est passé ailleurs. Bon, nous ne pouvons pas intervenir. S'il n'y a pas un système national de prise en charge, les victimes sont laissées pour compte. Et malheureusement, la CPI, à moins que le Conseil de sécurité ne lui donne ce mandat, donc, et je crois que bon, ce sera maintenant un peu compliqué. Pour revenir à une question plus personnelle, quand vous avez été sanctionné par les États-Unis, est-ce que vous avez peur pour votre sécurité? En fait, pour être honnête, non. Donc, pas d'un seul moment, je n'ai eu peur pour ma sécurité. Et je crois que j'ai eu à le dire immédiatement après mon interview. On dit que, bon, peut-être que pour moi, c'est plus simple parce que je suis magistrat. Bon, le magistrat, il est arbitre de conflit. Cela veut dire que dès le jeune âge, dès le début de la carrière, vous savez quand même que vous êtes censé faire des mécontents. Généralement, quand les gens sortent du palais, d'ailleurs, même les personnes à qui vous avez donné raison sont frustrées. C'est-à-dire que très souvent, il arrive même que des deux côtés, on soit mécontent. Bon, donc, je crois que, et ça, j'ai souvent eu à le dire, nous, en tant que magistrats, on connaît bien qui sont nos ennemis. C'est la peur et c'est la cupidité. Donc, si vous avez peur, vous ne ferez jamais votre travail. Donc, si vous êtes sensible aussi donc, à l'influence politique ou à l'argent aussi, vous ne ferez pas correctement votre travail. Donc, je crois que de ce point de vue, en fait, pas un moment, j'ai senti que j'avais peur. Pas un moment. Et puis, j'ai aussi eu l'encouragement, le soutien. Quand même, les Américains ont beau être puissants aussi, le monde est juste. Et il y a quand même, nous avons reçu, comme je l'ai dit, d'abord mon pays, mais ailleurs aussi beaucoup de soutien. Même s'il pouvait m'arriver d'avoir peur,
Je crois qu'avec tous ces soutiens-là, ça me donne le courage. Monsieur Mandiaye Niang, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe pour parler de la CPI. Je rappelle que vous êtes procureur par intérim à la CPI, que vous assurez aujourd'hui les fonctions de M. Khalil Khan, qui était avec vous, qui a quitté la CPI. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV. Merci à l'équipe technique qui va accompagner pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Okay, merci.